La science-fiction est entrée à Wall Street avant-hier avec la cotation en bourse de Palantir. Bonjour Philippe Escande. Bonjour David. Philippe, qu'est-ce qui vous prend à la science-fiction, éditorialiste au Monde, il faut le préciser. Pourquoi vous parlez de science-fiction? Parce qu'en gros, il triture de la donnée, de la data pour prévoir un peu les comportements. C'est pas de la science-fiction, c'est de la science-fiction? Alors la science-fiction, c'est sur deux plans en fait. Le premier point de science-fiction, c'est que l'entreprise Palantir, qui n'est pas jeune, puisqu'elle a 17 ans d'âge, elle est née en 2003, c'est une entreprise qui travaille sur des sujets qui ont fait jaser et qui ont fait écrire des grands romans de science-fiction, comme Minority Report de Philip K. Dick, sur le fait que avec Tom Cruise, c'est Tom Cruise qui est... Dans le film, c'était Tom Cruise qui interprétait ça, et l'idée, c'est que grâce à l'analyse de données, on peut prévoir un crime avant qu'il ne se produise. Et donc il arrêtait les criminels avant qu'ils passent à l'acte. Voilà, ce qui pose un petit problème de droit, éthique et philosophique, n'est-ce pas? L'idée de Palantir, c'était un peu celle-là, c'est-à-dire de croiser des données de sources très diverses, qui n'étaient pas du tout mêlées les unes aux autres. Par exemple, lesquelles? Eh bien, des données du fisc, de la santé, technologiques, des traces GPS et autres types de données, et d'essayer du coup de prévoir un peu des événements qui vont arriver. Alors on raconte aussi la traque de Ben Laden. Effectivement, l'outil avait été utilisé pour essayer de tracer l'endroit où se cachait Ben Laden. Ça n'a jamais été confirmé vraiment, mais évidemment, ça fait partie un petit peu de la légende de Palantir. Mais par contre, ce qu'il est, c'est qu'ils ont un logiciel, Gotham, voilà, comme la ville de Batman, et qui fait du prédictif, en quelque sorte, et qui a été utilisé par un certain nombre de polices dans le monde, notamment aux États-Unis, pour essayer de repérer les zones où il y a le plus de chances de se produire des crimes. Et puis c'est un logiciel aussi qui est largement utilisé par la CIA. La CIA, c'est quand même l'organisme qui a été le premier investisseur étranger dans Palantir, donc c'est important. Et c'est un logiciel qui est aussi utilisé par la DGSI en France, et dont le contrat a été renouvelé l'an dernier, donc ça doit fonctionner. Donc son logiciel doit être à peu près efficace a priori. La boîte a été accusée de participer en quelque sorte à la surveillance de masse, quelque part. C'est ce qui donne son côté sulfureux. Oui, même s'ils ne font pas que ça non plus. Tout à fait, tout à fait. Il y a eu toute une polémique à un moment, parce qu'il y a des villes qui des polices qui voulaient utiliser son outil pour lire toutes les plaques d'immatriculation des voitures, et ainsi traquer les gens et savoir où ils étaient, etc. Donc oui, alors maintenant on a un petit peu plus, à l'époque c'était tout à fait, je veux dire il y a quelques années c'était tout à fait inédit. Maintenant on a vu que la Chine allait encore plus loin avec l'intelligence artificielle pour surveiller les foules, mais il reste que c'est un produit qui est sulfureux. Alors ils font aussi des produits pour les entreprises. Oui, c'est là où je me dis, voilà, c'est un spécialiste de l'analyse de données, Palantir, et vous avez écrit cette semaine dans Le Monde qu'il ne devrait pas se retrouver sur un marché public et apporter de dollars des investisseurs. Mais ils ont des clients qui sont clean, Crédit Suisse, Airbus, il y en a d'autres, je veux dire. Pourquoi ça vous chiffonne là? Non, ça me chiffonne pour trois raisons, je trouve. C'est que la première, c'est qu'effectivement, c'est une entreprise qui travaille sur des produits éthiquement complexe, on va dire, éventuellement sulfureux, comme on disait. Bon, c'est toujours un risque, un jour que politiquement l'entreprise soit en difficulté. Donc déjà, ça, c'est compliqué à côté. Il y en a, bien sûr, mais c'est plus compliqué. La deuxième raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que sa gouvernance elle-même est totalement opaque. Et elle est totalement opaque parce qu'en fait, elle a été construite pour que tout le pouvoir reste aux mains des trois fondateurs en fait, de l'entreprise, du PDG actuel, du second cofondateur, et puis du premier investisseur qui est très connu dans la Silicon Valley, qui s'appelle Peter Thiel, qui est un des premiers soutiens de Donald Trump. Vous en parliez tout à l'heure de Donald. Eh bien, Peter Thiel était un des rares de la Silicon Valley à l'avoir soutenu. Et ces trois-là, en fait, ils ont créé une structure
dont on ne sait rien, qui est totalement opaque et qui, quel que soit le nombre d'actions qu'ils vendent sur le marché, grâce à cette cotation en bourse, eh bien, ils sont assurés de garder le pouvoir dans l'entreprise. Autrement dit, on connaissait les différentes classes d'actions, c'est assez utilisé dans la Silicon Valley, chez Google et autres, où il y a des actions qui valent 1 et d'autres qui valent 10 en termes de droit de vote, hein, évidemment. Elles valent la même somme en termes d'achat, mais par contre, en droit de vote, elles valent beaucoup plus. Et puis, là, c'est un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, mais ce qu'on sait, c'est que jusqu'à leur mort quasiment, ces trois-là sont assurés de garder le contrôle, quel que soit le nombre d'actions qu'ils vendent. Donc, c'est plus 1 à 10, c'est peut-être 1 à 1000, on ne sait pas très bien. Donc, les gens qui achètent cette entreprise savent que ça ne les effraie pas. La gouvernance ne changera pas, on ne pourra pas vendre cette entreprise, enfin, on ne pourra pas la vendre s'il n'y a pas d'accord chez eux. Et donc, ils n'auront pas voix au chapitre, entre guillemets, ce qui est quand même un peu gênant aussi pour une entreprise publique. Et puis, la troisième raison, c'est que ça ne gagne pas un copec. C'est que ça ne gagne pas un copec. La perte est à peine inférieure au chiffre d'affaires. On est à autour de 500 ou 700 millions de dollars pour les deux. Ça, c'est les chiffres 2019. Alors, évidemment, pour les chiffres 2020, ils nous promettent 1 milliard de chiffre d'affaires. Et la rentabilité en 2023, il faut être visionnaire, il faut voir devant, il faut voir grand. Voilà, tout à fait. Mais enfin, il faut rappeler quand même que ce n'est pas un perdreau de l'année. Hein. C'est une entreprise qui est née, je le disais, en 2003, qui a 17 ans d'âge. Et en 17 ans d'âge, finalement, ils sont arrivés à 700 millions de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas considérable. Enfin, ce n'est pas du tout comparable à Facebook, qui est né la même année, ou à d'autres stars de la Silicon Valley. Et pourtant, malgré tous ces handicaps. Parce que ce sont des handicaps au bas mot, ça devrait être un repoussoir pour les investisseurs. Mais non, en termes de poids boursier, on est quoi, 15-20 milliards de dollars. Voilà, aujourd'hui. C'est 2 fois la SocGen, c'est 4 fois Unibail, c'est 4 fois Renault. Enfin, je veux dire, c'est. Exactement. Alors aujourd'hui, ils sont plutôt proches de 15 milliards de valorisation, mais ça reste totalement, c'est ce qu'on appelle le capitalisme en apesanteur, c'est-à-dire cette capacité des entreprises qui ne gagnent pas d'argent d'afficher des valorisations boursières considérables. Il y en a d'autres, il y en a eu d'ailleurs, il y a eu plusieurs introductions en bourse très spectaculaires ces dernières semaines avec des valorisations qui étaient même au-delà des 20 milliards de dollars. Mais cette entreprise, elle est sûrement extrêmement stratégique, elle est soutenue par la CIA, donc il n'y a pas de menace sur son existence, mais en revanche, sa valorisation laisse quand même un peu songeur. Alors, en fait, elle relève de la dernière levée de fonds qui avait été faite sur une valorisation à 20 milliards. Aujourd'hui, en bourse, elle en vaut 15. Donc, les investisseurs boursiers parient sur le fait que non seulement ça va continuer, mais qu'enfin, elle va trouver un marché très large et pouvoir se développer de façon massive. C'est une preuve de plus que les marchés boursiers américains, il y a une forme de lévitation, de hors-sol. Oui, bien sûr, marchés boursiers américains et puis tous ceux derrière, notamment européens, qui sont à la remorque du marché américain. Ça veut dire que les valorisations aujourd'hui sont largement surflatées. Hein. Il y a une inflation considérable de ces valorisations et on sait, pour l'instant, tout va bien, oui. on est dans l'air, la gravité n'a pas encore joué. Elle reviendra quand les banques centrales, tout simplement quand les banques centrales sonneront la fin de la récré, à partir du moment où... Si elles le font. Si elles le font. Ah ouais. Peut-être le pari des marchés, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et donc, tant que les politiques sont comme ça, l'argent ne vaudra plus rien à emprunter, et donc on va chercher le risque. Et quand on cherche le risque et que l'argent est abondant, évidemment, on prend des risques à chercher le risque. Et on fait tout et n'importe quoi. Voilà, et ça s'appelle une bulle, sauf que on discrimine mal, parce qu'il y en a certains qui méritent, dont les résultats sont absolument époustouflants. Bien sûr. Notamment chez les GAFA, il y a quand même si on enlève le cas Amazon, c'est quand même des résultats qui sont absolument dingues. Mais l'expérience montre, c'est comme chez vous, c'est-à-dire que moins on a d'argent, plus on fait attention, plus on a de discipline. Quand on en a beaucoup, on a tendance évidemment à le dépenser un peu dans tous les sens. Donc c'est ce qui est en train de se produire, sauf que la bulle, comme elle a des raisons macroéconomiques qui sont les politiques des banques centrales, évidemment, elle a tendance à gonfler de façon démesurée, beaucoup plus que la bulle Internet des années 2000.
Voilà, qui n'a pas laissé de très très bons souvenirs, on s'en souvient. Merci beaucoup. Philippe Escan, donc, éditorialiste au Monde. Bonne journée. Merci David.